on est dans un fonctionnement au niveau du conseil régional où on nous présente la maquette FEADER, par exemple, qui devrait être discutée dans le trimestre. On a un élément de base, mais il n'y a absolument aucun échange qui se fait dans les groupes, les différents groupes. Nos propositions ne sont pas discutées ni en plénière ni en commission. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un problème. Et je suis étonné, par exemple, de ce que disait Jean Rotner au Salon de l'Agriculture, par exemple, qui nous dit que le conseil régional a une responsabilité collective d'écoute, de cohésion, de stratégie et de création de valeur. Moi, j'ai bien peur que depuis le début, on est dans de la littérature et que tout ça, dans la réalité, il ne se passe rien. L'écoute, on a l'impression qu'il n'y a rien. Dès qu'on fait des propositions, c'est… Peut-être Panky, peut-être. Il n'y a rien. C'est vraiment… Il y a un fonctionnement, pour moi, il y a un fonctionnement qui ressemble un peu à un fonctionnement clanique. Et j'ai demandé encore avant-hier à la dernière commission qu'il y ait une ouverture vers la disparité. Le monde agricole, c'est un monde pluriel, pluraliste, et il faut que l'ensemble du monde agricole soit écouté. On s'est retrouvé, par exemple, lundi, de manière tout à fait surprenante, à une commission où étaient invités des jeunes agriculteurs pour nous présenter en 10 minutes une évaluation des dispositifs sur l'installation des jeunes agriculteurs. Je veux dire, 10 minutes de présentation par les jeunes agriculteurs et 10 minutes d'échange. Enfin, voilà à peu près le projet politique, la manière dont on pose un projet politique, alors que dans les 10 années qui viennent, on sait que 50% des agriculteurs vont partir à la retraite, qu'il faut des politiques vraiment qui s'engagent vers des choses nouvelles, vers les hauts cadres familiaux, etc. Enfin, il y a beaucoup de mesures qu'on peut prendre et on se retrouve à une réunion où l'ordre du jour, on ne nous a pas prévenu de la présence des jeunes agriculteurs, on ne nous a pas prévenu de la thématique qui serait présentée. Enfin, pour moi, il y a une question démocratique de fond qu'il faut régler. Enfin, voilà. Pour moi, c'est ces points. Au niveau du conseil régional, pour moi, il est essentiel maintenant qu'on s'oriente vers une agriculture. La convention Virage, qui a été une convention de partenariat entre le ministère, la Chambre d'agriculture et le conseil régional, avait un très très beau discours sur la transition agroécologique, mais le problème c'est que tout reste au stade du discours, et maintenant pour nous il s'agit d'avancer des propositions innovantes qui permettent justement cette ouverture vers une agriculture plurielle. Même l'agriculture bio, elle est plurielle. Il y a l'agroécologie, l'agroforesterie, il y a le sol vivant, il y a la biodynamie, il y a la bio. Je veux dire, il y a une diversité aussi dont il faut vraiment que le conseil régional s'empare maintenant. Le sujet de la démocratie, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que depuis trop longtemps, on a tendance à imaginer le déploiement et la construction des politiques agricoles dans des négociations dans la sphère agricole. Sauf que on parle de quoi aujourd'hui quand on parle d'agriculture? On parle de l'alimentation, on parle du climat, on parle de la biodiversité, on parle de notre santé, on parle du respect de ressources vitales comme l'air qu'on respire à chaque instant, comme l'eau qu'on boit tous les jours. Et donc, cette technique, cette stratégie qui consiste à négocier uniquement avec la sphère agricolo-agricole les orientations agricoles est complètement éculée. Aujourd'hui, on doit replacer, et c'est pour ça que je voulais revenir sur la démarche de démocratie, on doit replacer ce sujet de l'agriculture dans un véritable débat de société. On parle de notre alimentation, et tu évoquais la souveraineté alimentaire. Il y a beaucoup d'émotions autour de ça aujourd'hui. Tout le monde en parle avec des définitions qui sont parfois abracadabrantes. Aujourd'hui, la définition de la sécurité alimentaire, celle qui est reconnue par l'ONU, c'est celle qui a été proposée par la Via Campesina il y a presque 30 ans maintenant, et c'est sur celle-ci qu'il faut qu'on s'appuie. Mais la souveraineté alimentaire, aujourd'hui, elle n'est pas au rendez-vous. C'est-à-dire que
on n'atteindra pas la souveraineté alimentaire. Et c'est là où, sur fond de crise ukrainienne, certains font absolument fausse route, c'est de penser que la souveraineté alimentaire s'appuie sur davantage d'exportations pour aller nourrir, au-delà de nos frontières, des territoires qui sont loin de chez nous, plutôt que de les accompagner dans leur propre souveraineté alimentaire. Donc là, on a un vrai sujet. Et la petite musique du moment, c'est de dire, sur fond de crise ukrainienne, il faut revenir à une agriculture plus intensive, revenir à une agriculture exportatrice pour pouvoir nourrir tout le monde. Sauf que, au contraire, cette crise ukrainienne nous montre à quel point on a été défaillant dans la réflexion, dans la conduite de la réinvention de nos pratiques agricoles, parce que si tout le monde s'était attaché à cette souveraineté alimentaire, on ne serait pas en train de s'interroger et de s'inquiéter pour certaines zones de la planète qui risquent de effectivement être victimes, ou en tout cas des dégâts collatéraux de cette crise entre l'Ukraine et la Russie. Sur la stratégie à l'agriculture biologique, et ça fait partie justement de cette logique de souveraineté alimentaire, parce que quand on parle de souveraineté alimentaire, on doit aussi imaginer qu'elle soit possible dans la durée et donc une projection dans le long terme. L'agriculture biologique, c'est forcément un modèle agricole qui participe à davantage de souveraineté alimentaire, contrairement à ce que ces détracteurs veulent entendre. Et la France, qui, dans son plan stratégique, veut porter les surfaces en agriculture biologique à 18% à l'horizon 2027, c'est-à-dire à 3 ans de l'échéance du pacte vert qui nous dit 25% en 2030. La France qui, elle, choisit une trajectoire à 18% en 2027, sera le boulet de l'Union européenne, c'est-à-dire que c'est le plus gros pays agricole de l'Union européenne, et le plus gros pays de l'Union européenne annonce d'emblée un plan stratégique extrêmement en retrait par rapport aux ambitions du pacte vert. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de volonté sincère de vouloir avancer sur une transition agricole, une agriculture qui se réinvente pour être au rendez-vous de l'histoire, que ce soit sur le sujet de la souveraineté alimentaire, que ce soit sur le sujet du climat, que ce soit sur le sujet de la biodiversité, mais aussi sur le sujet du renouvellement des générations et du revenu décent des agriculteurs, parce que c'est précisément ces logiques de souveraineté alimentaire, d'agriculture qui travaille sur ses coûts de production, qui est moins sensible aux fluctuations de cours et donc à la volatilité des cours qu'il peut y avoir sur le marché mondial, qui va asseoir la possibilité de revenus dignes pour les agriculteurs et qui va permettre de retrouver de l'attractivité pour des potentiels candidats à l'installation en agriculture. Donc ça devient manichéen. Et à vouloir prolonger des politiques agricoles d'un autre temps, eh bien le manichéisme, c'est que d'un côté, on a un cercle vicieux dont on voit l'émergence ou dont on voit les conséquences ultimes sur fond de crise ukrainienne avec les Russes, et de l'autre côté, un cercle vertueux qu'on a trop tardé à mettre en œuvre, avec pourtant des politiques publiques disponibles, des enveloppes publiques absolument pharaoniques sur la table, mais qui continuent de perfuser l'agriculture dont on ne veut plus. Et c'est là la double peine, c'est-à-dire que pendant qu'on utilise ces enveloppes publiques pour perfuser ce modèle, pour le garder la tête hors de l'eau encore un petit moment, eh bien on ne dispose pas suffisamment d'enveloppes pour accompagner la transition nécessaire et qui, dans le contexte du moment, devient absolument urgente.